Maman, tu n'es plus rien pour nous, adieu. J'ai répondu d'accord. J'ai bloqué l'héritage, annulé l'achat de la maison et gelé les comptes. Le matin suivant, 50 appels manqués et un message de leur avocat. C'est une catastrophe. Je m'appelle Morgane Le Gall. J'ai 32 ans et je gagne ma vie en prédisant les catastrophes financières pour une grande entreprise de logistique sur le port de Nantes. Mais rien dans mon métier, absolument rien, ne m'avait préparé aux 10 secondes de messages vocaux qui ont fait exploser ma propre famille. C'est arrivé un mardi après-midi, juste entre un rapport de risque et une tasse de café tiède. J'ai appuyé sur lecture et j'ai entendu la voix de ma mère, Muriel. Elle était froide, tranchante, comme si elle résiliait un abonnement téléphonique, pas sa fille. Tu es dehors. Ne reviens pas. Nous avançons sans toi. Pas d'explication, pas d'émotion, juste un verdict. J'ai bloqué l'héritage. J'ai annulé l'achat de leur future maison. J'ai gelé les comptes. Le lendemain matin, mon téléphone affichait 50 appels manqués et un message de leur avocat. Nous avons un problème grave. J'ai ri. Parce qu'ils n'avaient aucune idée que le problème, ce n'était pas mon absence. C'était ce que j'avais emporté avec moi. Restez avec moi jusqu'à la fin, et vous verrez comment un simple message vocal s'est transformé en une vengeance familiale où celle qu'ils ont essayé d'évincer a fini par détenir toutes les cartes. Avant de vous raconter comment j'ai fait tomber le château de cartes de ma propre famille, j'aimerais savoir qui est avec moi aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure est-il chez vous en ce moment. J'adore lire vos réponses, cela me donne l'impression que nous sommes tous assis autour d'une table à partager nos histoires. Revenons à ce mardi. Il pleuvait sur Nantes, une de ces pluies fines et persistantes qui semblent pénétrer jusqu'aux os. J'étais dans mon bureau vitré, entouré de mes tableaux Excel et de mes prévisions budgétaires. Je suis contrôleuse de gestion. Mon travail consiste à voir les erreurs avant qu'elles ne deviennent des faillites. Je suis celle qui dit non quand les chiffres ne collent pas. C'est une déformation professionnelle qui a fini par s'infiltrer dans ma vie privée. Mon téléphone a vibré sur le bureau en chaîne. Une notification simple, message vocal, maman. J'ai froncé les sourcils. Muriel ne laissait jamais de messages. Elle préférait envoyer des textos interminables remplis d'émojis ou m'appeler 10 fois de suite jusqu'à ce que je décroche. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 14h30, c'était l'heure de sa sieste habituelle. Pourquoi m'appelait-elle maintenant? J'ai pris le téléphone et je suis sortie dans le couloir, cherchant un coin tranquille près de la machine à café. J'ai porté l'appareil à mon oreille. Morgane, c'est maman. Sa voix était étrange. Pas la voix plaintive qu'elle utilisait pour me demander de l'argent, ni la voix chaleureuse qu'elle réservait aux voisins. C'était une voix métallique, dénuée d'humanité. Ne rentre pas à la maison ce week-end. En fait, ne rentre plus jamais. Ton père, Laurie et moi, nous avons eu une longue discussion. Nous avons décidé que c'était fini. Tu es toxique, Morgane. Tu nous étouffes avec ton contrôle permanent. Tu es exclue de la famille. Nous allons continuer notre vie sans toi, et nous serons beaucoup plus heureux. Ne cherche pas à nous contacter. Adieu. Clic, le message s'est terminé. Le silence qui a suivi était assourdissant, malgré le bourdonnement de l'open space derrière la porte vitrée. Je suis restée figée, le téléphone collé à mon oreille, comme si j'attendais une chute, une blague, un éclat de rire. Poisson d'avril. Mais nous étions en novembre. J'ai regardé l'écran noir de mon téléphone. Mon cœur battait curieusement lentement. Pas de panique. Pas de larmes. Juste un froid glacial qui s'installait dans ma poitrine, là où, quelques secondes plus tôt, il y avait encore de l'affection filiale. Toxique. Étouffante. Les mots tournaient dans ma tête. La semaine précédente, j'avais viré 2000 € sur leur compte joint pour payer les implants dentaires de mon père, Loïc. 2000 €. C'était mes économies pour mes vacances. Je n'avais pas hésité une seconde. C'est pour papa, m'étais-je dit. Exclu de la famille. J'ai pensé à Laurie, ma petite sœur de 26 ans. Laurie, qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 3 mois, qui vivait encore chez eux, qui passait ses journées à se prendre en photo pour Instagram en prétendant être une influenceuse lifestyle. C'était donc ça? Ils avaient choisi Laurie.
Laurie la douce, Laurie la victime, Laurie qui avait besoin d'eux. Contre Morgane la rigide, Morgane le carnet de chèques, Morgane la solution à tous les problèmes. J'ai senti une nausée monter, mais je l'ai ravalée. Si c'était ainsi qu'il voulait jouer, très bien. Il voulait que je disparaisse? Il voulait vivre sans mon contrôle? Il n'avait aucune idée de ce que ce contrôle signifiait réellement. Il pensait que l'argent tombait du ciel, que les toits se réparaient tout seuls et que les banquiers étaient des amis patients. Ils allaient découvrir la réalité. Et la réalité, sans moi, est un endroit très inhospitalier. Je suis retournée à mon bureau. Mes collègues riaient d'une blague près de la photocopieuse. Ils ne savaient pas que mon monde venait de s'effondrer. Mais je n'allais pas m'effondrer avec lui. Je me suis assise. J'ai posé mes mains à plat sur le clavier. Ils pensaient virer une employée gênante. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de dégoupiller une grenade au milieu de leur salon. La plupart des gens, après un tel appel, auraient rappelé en pleurant. Ils auraient supplié, demandé pourquoi, crié à l'injustice. Une partie de moi, la petite fille de 5 ans qui voulait juste que sa maman l'aime, avait envie de faire ça. Mais la femme de 32 ans, celle qui gérait des budgets de plusieurs millions d'euros, a pris le dessus. Le cerveau reptilien a laissé place au cerveau analytique. J'ai analysé la situation comme un audit financier. Risque, rupture familiale totale. Actif, ma dignité, mes ressources financières, mon expertise juridique. Passif, leur dépendance financière à mon égard. Conclusion, couper les pertes. Immédiatement. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas argumenté. J'ai ouvert l'application de messagerie et j'ai tapé 2 mots. 2 mots simples, chirurgicaux. Bien reçu. Envoyé. Puis, j'ai posé le téléphone face contre table et j'ai ouvert mon ordinateur portable personnel. C'était l'heure de travailler, mais pas pour mon employeur. Pour ma propre survie. J'ai commencé par la SCI familiale, Société Civile Immobilière. En France, c'est une structure courante pour gérer le patrimoine immobilier. J'avais créé cette SCI les Magnolias 5 ans plus tôt, quand la maison de Rezé menaçait d'être saisie par les huissiers à cause des dettes de jeu de mon père. J'avais racheté leurs dettes, restructuré le prêt, et mis la maison au nom de la SCI. J'étais la gérante statutaire. Ils étaient associés minoritaires, avec juste l'usufruit pour pouvoir y habiter. Je me suis connecté au portail de gestion bancaire de la SCI. En 3 clics, j'ai révoqué les procurations de mon père et de ma mère. Ils avaient des cartes bleues rattachées au compte de la société pour les petites dépenses courantes. En réalité, ils s'en servaient pour tout, les courses, l'essence, les caprices de Laurie. Clic carte de Loïc, bloqué. Clic carte de Muriel, bloqué. Statut, carte inactive. Motif, perte de confiance du gérant. Ensuite, le gros morceau. L'immeuble de rapport. Nous étions sur le point d'acheter un petit immeuble de 3 appartements à Rezé, juste à côté de chez eux. C'était mon projet pour assurer leur retraite. Les loyers devaient payer leur fin de vie, pour que je n'ai plus à le faire. La signature chez le notaire était prévue pour le vendredi. J'avais déjà versé 15 000 € d'acompte. Je m'étais porté caution solidaire pour le prêt bancaire de 300 000 €, car avec leur petite retraite, aucune banque ne les suivait. J'ai ouvert ma boîte mail et j'ai rédigé un nouveau message à l'attention de Maître Kerviel, notre notaire de famille. Maître, veuillez prendre note qu'en raison d'un changement brutal de circonstances familiales, je me retire immédiatement et irrévocablement de l'acquisition du bien situé rue de la commune à Rezé. Je retire également ma caution solidaire pour le prêt bancaire associé. Je suis consciente que cela entraîne la perte de l'acompte de 15 000 € versés. C'est une perte que j'accepte. Merci d'informer les vendeurs et les autres parties que la transaction est annulée. Cordialement, Morgane Le Gall. J'ai relu le mail. 15 000 €. C'était le prix d'une petite voiture neuve. C'était des mois d'économie. Mes mains tremblaient légèrement au-dessus du clavier. Si j'appuyais sur envoyer, cet argent disparaissait en fumée. Mais si je ne le faisais pas, je me retrouvais liée à eux par une dette de 300 000 € sur 20 ans, avec des gens qui venaient de me dire que je n'étais rien. J'ai pensé à la voix de ma mère. Nous avançons sans toi. Très bien. Avancer sans ma caution. Avancer sans mon crédit.
J'ai appuyé sur envoyer. Le bruit du clic de la souris a résonné comme un coup de feu dans le bureau silencieux. C'était fait. Je n'avais pas fini. J'ai appelé ma banque personnelle. Bonjour, c'est Morgane Legal. Je souhaite annuler le virement permanent de 400 € qui part chaque 5 du mois vers le compte de M et Madame Legal. Oui, effet immédiat. Merci. Puis j'ai ouvert le site de l'assurance vie de ma mère. J'en étais la bénéficiaire désignée et la payeuse des primes mensuelles. J'ai suspendu les versements. En moins de 20 minutes, j'avais démantelé une architecture financière complexe que j'avais mis 10 ans à construire pour les protéger. J'avais bâti une forteresse autour d'eux pour qu'ils soient à l'abri du besoin. Ils venaient de me jeter du haut des remparts. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que j'étais la seule à savoir comment faire tenir les murs. Mon café était froid. Je l'ai bu d'un trait, le goût amer envahissant ma bouche. Dehors, la pluie tombait toujours sur Nantes, indifférente. Mais à l'intérieur de moi, la tempête venait juste de commencer. Je pensais que c'était fini, que j'avais coupé les ponts. J'avais tort. Ce n'était que le calme avant l'ouragan. La nuit a été courte. J'ai dormi d'un sommeil agité, peuplé de rêves où je courais dans la maison de mon enfance qui brûlait, et toutes les portes étaient verrouillées de l'extérieur. Je me suis réveillée à 6h30 avec cette sensation lourde dans l'estomac, ce moment de grâce de quelques secondes avant que la mémoire ne revienne et que la réalité ne vous frappe. Je n'avais plus de famille. J'ai tendu la main vers ma table de chevet et j'ai attrapé mon téléphone. L'écran s'est allumé, m'aveuglant presque dans la pénombre. 52 appels manqués. J'ai fait défiler la liste, incrédule. Maman, 10, papa, 25, Laurie, 15, numéro inconnu, 2. Et une avalanche de messages sur WhatsApp. Les premiers étaient confus, puis inquiets, puis franchement paniqués, et enfin, agressifs. Pourquoi la carte ne marche pas? Je suis à la station essence. Papa, 17h45, Morgane, rappelle tout de suite. Le notaire vient d'appeler. C'est quoi cette histoire? Maman, 18h30, tu es malade ma pauvre fille. Décroche. Laurie, 20h15, on va perdre la maison à cause des ETOI. Papa, 22h, j'ai ignoré les textes. Mes yeux se sont arrêtés sur une notification de messagerie vocale provenant d'un numéro fixe que je connaissais bien, le cabinet de Maître Vianney, notre avocat de famille, un homme posé qui ne s'affolait jamais. J'ai mis le haut-parleur tout en me dirigeant vers la cuisine pour lancer le café. Bonjour Morgane, c'est Maître Vianney. Écoutez, j'ai eu votre père au téléphone, il est dans tous ses états. Et l'agence immobilière menace de nous poursuivre pour rupture abusive de pourparlers suite à votre mail d'hier. C'est une catastrophe juridique et financière. Nous avons un problème sérieux. Il faut qu'on parle, et vite. Rappelez-moi. Sa voix tremblait légèrement. C'était la voix d'un homme qui réalise que ses clients ont menti ou omis des détails cruciaux. Il ne comprenait pas pourquoi la fille modèle, celle qui gérait tout, avait soudainement tout fait sauter. J'ai ricané, seule dans ma cuisine. Un problème sérieux. Oui, maître, c'est le terme. Mais ce n'est plus mon problème. Je me suis versé une tasse de café fumant. En attendant qu'il refroidisse, j'ai ouvert l'application de sécurité de mon appartement. J'avais installé une caméra connectée à l'entrée de l'immeuble il y a quelques mois, après une vague de cambriolage dans le quartier. J'ai consulté l'historique des détections de mouvement. 6h15 du matin. La vidéo s'est lancée. L'image était granuleuse dans la lumière grise de l'aube, mais je l'ai reconnue tout de suite. Mon père, Loïc. Il portait sa vieille veste en velours marron, celle avec les coudes élimés. Il se tenait devant la porte vitrée de mon immeuble. Il avait l'air vieux. Plus vieux que ses 62 ans. Ses épaules étaient voûtées. Il tenait son téléphone à la main, regardant l'écran, puis levant les yeux vers le 2e étage, vers mes fenêtres. Il a levé la main vers l'interphone. Son doigt a hésité au-dessus du bouton Legal. J'ai retenu mon souffle en regardant l'écran. Va-t-il sonner? S'il sonne, qu'est-ce que je fais? J'ouvre. Je lui crie dessus. Il est resté là, le doigt en suspens, pendant une éternité. Je pouvais presque voir le combat intérieur. La colère, la honte, le besoin d'argent, l'orgueil.
Finalement, il a laissé retomber sa main. Il a secoué la tête, comme pour chasser une mouche. Il a craché par terre, un geste de mépris ou de désespoir, je ne sais pas. Puis il a fait demi-tour et s'est éloigné en traînant les pieds, disparaissant hors du champ de la caméra. Pas d'appel à l'interphone. Pas de tentative de réconciliation. Juste une retraite silencieuse. J'ai ressenti un pincement au cœur, une douleur vive et aiguë. C'était mon père. L'homme qui m'avait appris à faire du vélo. L'homme que j'avais sauvé de la ruine. Et il était là, incapable de m'affronter, préférant fuir plutôt que d'admettre qu'ils avaient fait une erreur monumentale. J'ai avalé ma gorgée de café. Elle avait un goût de cendre. J'ai failli pleurer. J'ai failli courir après lui. Mais mon téléphone a vibré à nouveau. Un nouveau message s'est affiché sur l'écran verrouillé. C'était Laurie. Et ce que j'ai lu a instantanément transformé ma tristesse en une colère froide et pure. Le message de Laurie disait « T'es vraiment une garce. » Papa est rentré en pleurant. Tu te prends pour qui? Tu crois qu'on a besoin de ton fric? On a juste besoin que tu signes la cession de gérance de la SCI. Fais-le et on te laisse tranquille avec ta vie misérable. J'ai relu le message 2 fois. Cession de gérance. Le puzzle a commencé à s'assembler dans ma tête. Pourquoi cette urgence? Pourquoi me virer maintenant, juste avant l'achat de l'immeuble? Pourquoi cette obsession soudaine pour la gérance de la SCI? Jusqu'à présent, Laurie ne s'était jamais intéressée à la SCI Les Magnolias. Pour elle, c'était juste des papiers ennuyeux que l'intello de la famille gérait. Elle préférait dépenser l'argent de poche que papa lui donnait en cachette. Mais depuis quelques semaines, son vocabulaire avait changé. Lors du dernier repas de famille, elle avait utilisé des mots comme effet de levier, cryptoactif, rendement passif. Des mots qu'elle ne comprenait pas, des mots qu'elle répétait comme un perroquet. J'ai tout de suite compris qu'elle n'était pas seule. Laurie n'était pas assez maligne pour monter ça. J'ai appelé Erwan. Erwan est mon cousin, le fils du frère de ma mère. Il travaille au service crédit d'une grande banque régionale à Nantes. C'est le seul membre de la famille avec qui je peux parler chiffres sans avoir envie de hurler. Allô, Morgane? Sa voix était basse, comme s'il craignait d'être entendu. Je me doutais que tu appellerais. C'est le chaos sur le groupe WhatsApp de la famille. Ta mère raconte à tout le monde que tu as pété les plombs. Je vais bien, Erwan. J'ai besoin d'une info. Est-ce que Laurie ou mes parents ont approché ta banque récemment? Il y a eu un silence au bout du fil. Puis un soupir. Écoute, je ne devrais pas te le dire, secret bancaire et tout ça, mais oui. Laurie est venue la semaine dernière. Avec un type. Un certain Dorian. Dorian. Le nouveau petit ami. Je ne l'avais jamais rencontré, mais je l'avais vu sur les stories Instagram de Laurie. Un type bellâtre, toujours en costume trop brillant, qui posait devant des voitures de location. Il voulait quoi? Ai-je demandé, sentant mes muscles se tendre. Il voulait savoir s'il pouvait hypothéquer la maison de Rezé. La maison familiale. Celle qui est dans la SCI. J'ai senti le sang quitter mon visage. La maison. Le seul toit qu'ils avaient. Et qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit non, évidemment. J'ai expliqué que la maison appartient à la SCI et que tu es la gérante. Rien ne peut se faire sans ta signature. Le type, Dorian, il s'est énervé. Il a demandé s'il y avait un moyen de contourner ça. J'ai dit que la seule façon, c'était que tu ne sois plus gérante. Tout s'éclairait. C'était limpide. Limpide et terrifiant. Dorian avait besoin d'argent. Il avait manipulé Laurie. Laurie avait manipulé nos parents. Il m'avait diabolisée, peinte comme le tyran qui empêchait la famille de s'enrichir, tout ça pour me pousser dehors, récupérer la gérance, et hypothéquer la maison pour investir dans je ne sais quelle arnaque de ce type. Il n'avait pas voulu me chasser par haine. Il m'avait chassé par cupidité. Ils étaient prêts à risquer leur propre maison, leur sécurité, pour suivre les chimères d'un escroc, et j'étais le seul obstacle sur leur route. Merci, Erwan. Tu viens de me sauver la vie, ai-je murmuré. Fais gaffe, Morgane.
Ce Dorian, il a l'air louche. Et ta famille, ils sont comme hypnotisés. J'ai raccroché. Je regardais la pluie tomber sur la Loire par la fenêtre de mon bureau. J'avais envie de vomir. Mon père n'était pas venu ce matin pour s'excuser. Il était venu pour essayer de me faire signer cette maudite session de gérance. Ils étaient prêts à me sacrifier, moi, celle qui les avait portés à bout de bras pendant 10 ans, pour les beaux yeux d'un inconnu. À ce moment précis, j'ai une question pour vous. Si vous découvriez que votre propre sœur et vos parents complotaient pour vendre votre maison d'enfance afin de donner l'argent à un escroc, que feriez-vous? Est-ce que vous les dénonceriez pour les protéger contre leur gré, ou est-ce que vous les laisseriez se ruiner pour qu'ils apprennent la leçon? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de savoir si je suis la seule à penser ce que je vais faire. Parce que moi, à ce moment-là, je n'avais plus envie de les protéger. J'avais envie de les détruire, ou plutôt, de laisser la vérité les détruire. Mais avant ça, je devais subir l'humiliation publique. Le mercredi soir, j'ai dû sortir faire des courses. J'avais le frigo vide et l'esprit en ébullition. Je suis allée à ma boulangerie habituelle, celle où je vais depuis que je suis gamine, même si je n'habite plus le quartier. J'avais besoin de normalité. Une baguette, un sourire, la routine. Mais dès que je suis entrée, l'atmosphère a changé. La boulangère, Madame Harel, une femme d'habitude si bavarde, s'est tue. Elle a essuyé ses mains sur son tablier et m'a regardée avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage, de la pitié mêlée à de la méfiance. Une tradition, comme d'habitude, a-t-elle demandé, sans me regarder dans les yeux. Oui, s'il vous plaît. Et 2 éclairs au chocolat. Elle a servi les gâteaux. Au moment de payer, elle a hésité. Dites donc, Morgane. J'ai vu votre mère ce matin au marché. Elle avait l'air bouleversée. J'ai senti mon estomac se nouer. Ah oui? Madame Harel s'est penchée par-dessus le comptoir, baissant la voix pour que les autres clients n'entendent pas. Elle a dit que vous aviez fait une dépression nerveuse. Que vous aviez perdu la tête à cause du stress au travail et que vous aviez essayé de les mettre à la rue par jalousie. Elle a dit qu'il cherchait un médecin pour vous faire interner si nécessaire. J'ai failli lâcher ma monnaie. Interner? Elle a dit ça? Ma voix était blanche. Oui. Et votre sœur? Laurie, elle a raconté à tout le monde au café d'à côté que vous aviez détourné l'argent de l'héritage de votre grand-mère. Morgane, je vous connais depuis que vous êtes haute comme 3 pommes, je n'y crois pas trop, mais les gens parlent. Je suis sortie de la boulangerie en tremblant. Non pas de peur, mais de rage. Une rage pure, incandescente. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai sorti mon téléphone. J'ai été voir le profil Instagram de Laurie. Elle m'avait bloqué, mais j'avais un faux compte pour surveiller les tendances marketing. Sa dernière story, postée il y a 2 heures. Une photo d'elle en noir et blanc, une larme, probablement fausse, roulant sur sa joue. Le texte disait « Parfois, les personnes les plus toxiques sont celles qui partagent votre sang. Triste de devoir couper les ponts avec ma sœur pour protéger mes parents âgés de ces abus financiers et psychologiques. La jalousie est une maladie laide. » Hashtag famille toxique, hashtag survivor, hashtag mensonge, les commentaires affluaient. Courage ma belle. C'est horrible, protège tes parents. Le karma s'occupera d'elle. J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Abus financier? Moi? Moi qui ai payé les dettes de jeu de papa quand les huissiers frappaient à la porte? Moi qui ai acheté la voiture de maman pour qu'elle puisse aller voir ses amis? Moi qui ai payé l'école de maquillage de Laurie, cette école qu'elle a abandonnée au bout de 2 mois parce que les profs étaient nuls? Ils ne se contentaient pas de me voler ou de me chasser. Ils assassinaient ma réputation. Ils réécrivaient l'histoire pour faire de moi le monstre et d'eux les victimes. C'était la stratégie de la terre brûlée. Si je ne leur donnais pas la gérance, ils allaient s'assurer que plus personne ne me croie, que je sois isolée, brisée, jusqu'à ce que je cède. Dorian était derrière ça. C'était trop calculé pour être du Laurie. C'était une technique de manipulation classique, isoler la cible, la discréditer, la faire douter de sa propre santé mentale. J'ai démarré la voiture. Je ne suis pas rentrée chez moi. D'accord, Laurie, ai-je murmuré dans l'habitacle vide. Tu veux jouer à la victime? Tu veux parler d'argent? On va parler d'argent. Mais on va le faire avec mes règles.
J'ai pris la direction de Rezé. Je savais qu'il n'était pas là. Le mercredi soir, c'était soirée bingo pour les parents et Laurie sortait toujours avec son Dorian. La maison serait vide. Et j'avais encore mes clés. Je n'allais pas voler. J'allais récupérer la vérité. La maison de mon enfance sentait la cire d'abeille et le ragoût froid. C'était une odeur qui, autrefois, signifiait sécurité. Maintenant, elle sentait le mensonge. J'ai garé ma voiture 2 rues plus loin et je suis entrée par la porte de derrière. Mon cœur battait la chamade, non pas parce que je faisais quelque chose d'illégal, j'étais toujours légalement domiciliée ici sur certains papiers, mais parce que j'avais l'impression de profaner un tombeau. La maison était silencieuse. Dans le salon, les photos de famille trônaient sur le buffet. J'ai remarqué qu'une photo de moi, celle de ma remise de diplôme, avait été tournée face contre le mur. Un geste mesquin, enfantin. Typique de ma mère quand elle boudait. Je suis montée directement dans mon ancienne chambre. Elle servait maintenant de débarras, empilée de cartons et des vieux vêtements de Laurie. Mais je savais où chercher. J'ai ouvert le placard du fond, soulevé une latte de plancher mal fixée. Il était là. Le cahier rouge. C'était un simple cahier d'écolier, mais pour moi, c'était le livre de contes de ma vie. Depuis mes 20 ans, depuis que j'avais commencé à travailler pour éponger leurs dettes, j'avais tout noté. Pas par avarice, mais par nécessité de survie. Date, montant, motif. 12 mars 2015, 4 500 €, dette Casino Loïc. 15 juin 2016, 800 €, réparation toiture. 2 septembre 2018, 3 000 €, école Laurie. Et à chaque ligne, ou presque, une petite signature griffonnée de mon père ou de ma mère, une reconnaissance de dette symbolique qu'il signait pour la forme, en disant on te remboursera quand on gagnera au loto, ma chérie. J'ai feuilleté les pages. Le total en bas de la dernière page donnait le tournis, 145 000 €. C'était le prix de ma liberté qu'ils avaient consumé. J'ai glissé le cahier dans mon sac. C'était ma pièce à conviction numéro 1. En sortant, je suis passé devant la chambre de Laurie. La porte était entr'ouverte. Un capharnaüm indescriptible. Des vêtements partout, des emballages de fast-food. Sur son bureau, un ordinateur portable ouvert en veille. J'ai bougé la souris. Pas de mot de passe. Évidemment. La sécurité n'était pas son fort. L'écran s'est allumé sur une page web, un site de voyage de luxe. Maldives, villa sur pilotis, 12 000 € la semaine. À côté, une fenêtre de chat ouverte. Une conversation avec Dorian Amour. Je n'ai pas pu m'empêcher de lire. Dorian, t'inquiète bébé, dès que ta sœur lâche la gérance, on hypothèque la baraque, on prend les 150 K et on se casse. On leur laissera 10 K pour qu'ils ferment leur gueule. Laurie, j'ai peur qu'elle ne craque pas. Elle est coriace. Dorian, elle craquera. Continue de la pourrir sur Insta. Fais-lui peur avec l'avocat. Vendredi, c'est la date limite pour mon investissement crypto. Il faut qu'elle signe demain. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris des photos de l'écran. Chaque ligne de chat, chaque date, chaque preuve de leur complot. Mes mains ne tremblaient plus. J'étais passé de la colère à une détermination glaciale. J'ai regardé autour de moi. Dans la poubelle de Laurie, une feuille de papier froissé. Je l'ai dépliée. C'était une brochure imprimée grossièrement. Omega Crypto Trust, rendement 300% garanti. Une arnaque tellement évidente qu'il fallait être aveugle pour ne pas la voir. Ou être amoureux d'un escroc. J'avais tout ce qu'il me fallait. Le mobile, l'argent rapide pour une fuite aux Maldives. L'arme, la manipulation émotionnelle de nos parents. La victime prévue, moi, et par extension, mes parents qui allaient finir à la rue. J'ai entendu une voiture se garer dans l'allée. Des rires. La voix de Laurie. Tu as vu sa tête à la boulangère quand j'ai raconté le truc sur l'héritage? Trop drôle. La voix grave d'un homme a répondu. T'es génial, bébé. Bientôt, on sera loin de tout ça. J'ai filé par la porte arrière, me fondant dans l'obscurité du jardin. La pluie avait cessé, mais l'air était électrique. Ils pensaient que vendredi serait leur jour de victoire. Ils ne savaient pas que vendredi, ce serait le jour de leur jugement dernier.
Le lendemain, jeudi. J'avais un plan. J'avais besoin de confronter la tête du serpent avant de m'occuper du corps. J'ai envoyé un message à Dorian via le faux compte Instagram. Je suis une investisseuse intéressée par Omega Crypto. J'ai 50K à placer. Rencontre possible? La cupidité est un vilain défaut. Il a répondu dans la minute. Rendez-vous à 13 h au Café Molière, en plein centre de Nantes. Je suis arrivée en avance. J'ai choisi une table au fond, loin des regards, mais sous une caméra de surveillance du café. J'ai posé mon téléphone sur la table, écran retourné, l'application dictaphone en marche. Quand Dorian est arrivé, il a cherché une investisseuse. Il a vu Morgane Le Gall, en tailleur strict, le regard noir. Il s'est figé. Il a fait mine de repartir, mais j'ai parlé assez fort. Assieds-toi, Dorian. Ou je crie au voleur et vu ton casier judiciaire, je ne pense pas que tu veuilles que la police arrive. Il s'est assis, un sourire narquois aux lèvres. Il était plus jeune que je ne le pensais, mais ses yeux étaient vieux, calculateurs. Alors c'est toi la fameuse sœur méchante? Tu veux quoi? Me supplier de ne pas prendre ta place? J'ai posé mes mains à plat sur la table. Je sais tout, Dorian. Je sais pour l'hypothèque. Je sais pour les Maldives. Je sais que ton Omega Crypto est une pyramide de Ponzi. J'ai les photos de tes conversations avec Laurie. Il a ri. Un rire désagréable. Et alors? Tu vas aller voir la police? Tes parents sont de mon côté. Ils ont signé une procuration ce matin. Ils me font confiance. Pour eux, tu es juste une jalouse aigrie qui veut contrôler leur argent. Même si tu montres tes preuves, ils ne te croiront pas. Ils m'aiment bien, moi. Je leur promets la richesse, toi tu leur promets l'austérité. Il avait raison sur ce point. L'espoir fait vendre mieux que la prudence. La procuration ne vaut rien, ai-je dit calmement. Les statuts de la SCI les Magnolias sont blindés. Article 12. Toute hypothèque ou cession nécessite l'accord de 100% des associés. Je détiens 51% des parts en nue propriété. Sans ma signature, ta procuration est juste un bout de papier pour allumer le barbecue. Son sourire a vacillé. Il ne connaissait pas les détails juridiques. Il pensait qu'en écartant la gérante, il avait les mains libres. Tu bluffes, a-t-il craché. Et c'est. Va voir la banque avec ta procuration. Ils vont rire au nez de ton banquier. Tu as jusqu'à demain pour ton investissement, c'est ça? Tu n'auras jamais cet argent, Dorian. Jamais. Il s'est penché en avant, menaçant. Écoute-moi bien. Si tu ne signes pas cette cession de gérance, je vais faire en sorte que tes parents te détestent encore plus. Je vais leur dire que tu m'as menacé, que tu as essayé de me soudoyer. Je vais briser ce qui reste de ta famille en 1000 morceaux. J'ai souri. Un vrai sourire cette fois. Tu viens de le faire, Dorian. Merci. J'ai tapoté mon téléphone. Tout est enregistré. La tentative d'extorsion, l'abus de faiblesse sur personne vulnérable. C'est du pénal, ça. 3 ans de prison et 375 000 € d'amende. Il a blêmi. Il s'est levé brusquement, renversant sa chaise. Tu es une folle. Non, je suis contrôleuse de gestion. Je gère les risques. Et tu es un risque que je viens d'éliminer. Il est parti en trombe. J'ai vu qu'il sortait son téléphone dès la sortie. Il appelait Laurie. Je savais exactement ce qu'il allait lui dire. Ta sœur est dangereuse, il faut accélérer. Fais-la venir ce soir. On doit la forcer à signer. C'était exactement ce que je voulais. Il fallait qu'ils organisent cette confrontation. Il fallait qu'ils soient tous là, dans la même pièce. J'ai fini mon café. J'ai appelé Maître Vianney. Maître? Préparer les documents de cession. Non, pas pour leur donner. Pour leur montrer ce qu'ils vont perdre. Et venez ce soir à 19 h chez mes parents. J'ai besoin d'un témoin assermenté. Le piège était tendu. J'ai envoyé un mail collectif à 16 h. Ah, papa, maman, Laurie. Copie, Maître Vianney.
Objet, réunion de famille, résolution de conflit. Je suis fatiguée de me battre. Vous avez gagné. Je comprends que vous vouliez gérer vos affaires vous-même. Je viendrai ce soir à 19 h à la maison avec les documents de la SCI. Maître Vianney sera présent pour officialiser les choses. S'il vous plaît, que Dorian soit là aussi, puisqu'il semble être le nouveau conseiller financier de la famille. La réponse de Laurie est arrivée 3 minutes plus tard. Enfin tu deviens raisonnable. On t'attend. Pas de drame STP. J'ai passé l'heure suivante à me préparer. J'ai choisi ma tenue avec soin, un tailleur pantalon noir, impeccable. Pas la tenue d'une fille qui vient s'excuser, mais l'uniforme d'un juge. J'ai préparé mon dossier. Chemise bleue, le cahier rouge, les dettes. Chemise jaune, l'épreuve contre Dorian, casier judiciaire imprimé, capture d'écran. Clé USB, l'enregistrement audio du café. Je me suis regardée dans le miroir avant de partir. J'avais des cernes, mais mon regard était d'acier. Tu vas perdre tes parents ce soir, Morgane, me suis-je dit. Mais tu vas sauver leur toit. En conduisant vers Rezé, la boule au ventre est revenue. C'étaient mes parents. Malgré tout, c'était eux qui m'avaient bordé le soir, eux qui m'avaient soigné quand j'avais la varicelle. Comment en étions-nous arrivés là? L'argent. Ce poison lent. J'ai repensé au visage de mon père sur la caméra de surveillance. Sa détresse. Était-ce de la détresse financière ou de la détresse affective? Ce soir, je le saurais. Je suis arrivée à 18 h 55. La voiture de Dorian, une Audi de location clinquante, était déjà là. Celle de Maître Vianney aussi. J'ai pris une profonde inspiration. L'air était froid et humide. C'est l'heure. J'ai sonné. C'est Laurie qui a ouvert. Elle portait une robe neuve, trop habillée pour un dîner de famille. Elle m'a fait un grand sourire hypocrite. Salut sœurette. Entre, tout le monde est au salon. Elle a essayé de me faire la bise. Je me suis écartée. On va éviter les comédies, Laurie. Allons-y. Dans le salon, la scène était prête. Mes parents étaient assis sur le canapé, serrés l'un contre l'autre comme deux enfants pris en faute. Ma mère avait les yeux rouges. Mon père regardait ses chaussures. Dorian était debout près de la cheminée, un verre de whisky à la main, le whisky de mon père, celui qu'il gardait pour les grandes occasions. Il avait l'air triomphant. Maître Vianney était assis dans un fauteuil, son attaché-caisse sur les genoux, l'air grave. « Bonjour tout le monde », ai-je dit en posant mon sac sur la table basse. Le bruit lourd du dossier atterrissant sur le bois a fait sursauter ma mère. « Morgane » a commencé ma mère, la voix tremblante. « Je suis contente que tu sois là. On ne voulait pas que ça se passe comme ça. On veut juste être libre. » Libre, ai-je répété. Libre de quoi, maman? D'avoir un toit payé? D'avoir des comptes à jour? Dorian est intervenu. Libre de ton contrôle oppressant, Morgane. Tes parents sont des adultes. Ils ont le droit de décider de leur argent. Allez, sors les papiers, qu'on en finisse. J'ai regardé Maître Vianney. Il a hoché la tête imperceptiblement. J'ai ouvert mon sac. Vous avez raison. Il est temps de mettre les choses au clair. Mais avant de signer quoi que ce soit, j'ai une petite présentation à vous faire. J'ai sorti mon ordinateur portable. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Laurie, agacée. « On n'est pas au bureau ici. » Si, justement. Puisque vous voulez parler business et investissement, on va le faire comme des professionnels. J'ai branché le câble HDMI sur la télévision du salon. L'écran géant s'est allumé. Le titre de ma première slide s'affichait en lettres grasses, bilan financier et vérité, le prix du mensonge. Asseyez-vous, Dorian. Le spectacle va commencer. Le silence dans la pièce était total. Seul le ronronnement du ventilateur de mon ordinateur troublait le calme. Slide 1, ai-je annoncé. Une liste est apparue à l'écran. C'était l'extrait du casier judiciaire de Dorian que j'avais obtenu grâce à une connaissance dans la sécurité privée, j'ai mes ressources. Non, Dorian V alias le prince crypto condamnation,
2019, escroquerie en bande organisée, sursis, 2021, abus de confiance sur personnes vulnérables, amende, 2023, interdiction de gérer une entreprise pendant 5 ans. J'ai vu le visage de Dorian se décomposer. Il a posé son verre. C'est faux. C'est un montage, a-t-il crié. Mon père a levé la tête. Il a plissé les yeux pour lire l'écran. C'est quoi ça? Escroquerie? Laurie s'est levée. Papa, n'écoute pas. Elle a inventé ça sur Photoshop. Dorian est un entrepreneur à succès. Slide 2, ai-je continué, imperturbable. C'étaient les captures d'écran de la conversation entre Laurie et Dorian. Dorian, dès qu'on a le fric de la maison, on se casse aux Maldives. Laurie, j'espère qu'ils ne vont pas trop pleurer quand ils sauront qu'on a tout pris. Un hoquet de surprise a échappé à ma mère. Elle a porté la main à sa bouche. Laurie? C'est ton compte Facebook? Laurie est devenue écarlate. Elle a piraté mon compte. Elle modifie les messages. Maman, je te jure. Et enfin, slide 3, ai-je dit en montant le volume de la télé. La pièce de résistance. L'enregistrement de notre conversation de ce midi. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Dorian a résonné dans le salon, claire, arrogante, méprisante. Tes parents sont des vieux concrédules. Je leur promets la richesse, toi tu leur promets l'austérité. Je prends l'oseille et je me tire. Ta sœur, je m'en fous, c'est juste un moyen d'arriver au coffre-fort. L'effet a été dévastateur. Dorian s'est figé, comme un animal pris dans les phares. Laurie a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Elle regardait Dorian avec une horreur absolue. L'homme qu'elle aimait, celui pour qui elle avait trahi sa sœur, venait d'avouer qu'elle n'était qu'un moyen. Mais le plus terrible, c'était mon père. Loïc s'est levé lentement. Il tremblait de tout son corps. Il a regardé Dorian, puis Laurie. Tu. A-t-il bégayé en s'adressant à Laurie. Tu savais? Tu savais qu'il voulait vendre la maison? Laurie a commencé à pleurer. Non, papa. Il m'a dit qu'on allait investir. Qu'on allait devenir riches tous ensemble. Je voulais juste vous aider. En me traitant de folle, ai-je coupé, ma voix claquant comme un fouet. En disant à tout le quartier que j'étais une voleuse? En essayant de me faire interner? C'était ça ton plan pour aider? Je me suis tournée vers mes parents. J'ai sorti le cahier rouge de la chemise bleue. Je l'ai jeté sur la table basse. Vous vouliez savoir qui vous vole? Regardez ce cahier. 145 000 €. C'est ce que je vous ai donné en 10 ans. Pas prêté. Donné. Et vous me remerciez en me laissant un message vocal de 10 secondes pour me jeter comme une ordure? Ma mère pleurait à chaudes larmes, recroquevillée sur le canapé. On ne savait pas. On a cru Laurie. Elle disait que tu voulais garder le pouvoir. J'ai le pouvoir, ai-je hurlé, perdant enfin mon calme. J'ai le pouvoir parce que je suis la seule adulte responsable dans cette pièce. J'ai le pouvoir parce que sans moi, vous seriez à la rue depuis 5 ans. Dorian a vu que le vent avait tourné. Il a commencé à reculer vers la porte d'entrée. Bon, c'est vos histoires de famille, moi je me casse. Mon père, dans un élan de rage que je ne lui connaissais pas, a attrapé le vase en porcelaine sur la cheminée et l'a lancé en direction de Dorian. Le vase s'est fracassé contre le mur, à quelques centimètres de sa tête. Sors, a rugi mon père. Sors de ma maison. Dorian ne s'est pas fait prier. Il a détalé, claquant la porte derrière lui. On a entendu le moteur de l'Audi rugir et s'éloigner. Il ne restait plus que nous. La famille en ruine. Et la vérité, nue et laide, au milieu du salon. Le silence est retombé, lourd, pesant. Laurie pleurait bruyamment, assise par terre, ruinée par la trahison de son amant et la honte. Maître Vianney s'est raclé la gorge. Je pense que la situation est claire. Il n'y aura pas de session de gérance ce soir. J'ai regardé mes parents. Ils semblaient avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. La colère m'avait quitté, remplacée par une immense fatigue et une tristesse infinie.
J'avais gagné, mais à quel prix? Non, maître, ai-je dit doucement. Il va y avoir des changements. Je me suis assise en face d'eux. Écoutez-moi bien. C'est la dernière fois que je vous sauve. Ma mère a levé les yeux, plein d'espoir. Tu nous pardonnes? On va racheter l'immeuble? J'ai ri, un rire sans joie. Non, maman. L'immeuble, c'est fini. La compte est perdue. C'est le prix de votre trahison. Et pour le pardon se mérite. J'ai sorti un nouveau document de ma pochette. Un document que j'avais préparé avec Maître Vianney dans l'après-midi. Voici les nouvelles conditions. À prendre ou à laisser. Si vous refusez, je vends la maison de Rezé demain. J'ai le droit en tant que gérante majoritaire si je prouve la mésentente entre associés, et je vous laisse vous débrouiller avec votre part. Ils ont écarquillé les yeux. La menace était réelle. Les conditions sont les suivantes. Laurie quitte cette maison sous 30 jours. Elle est majeure, elle doit assumer ses choix. Je ne subventionnerai plus une personne qui a essayé de me détruire. Je garde le contrôle total et absolu de la SCI. Vous n'avez plus aucun droit de regard sur la gestion. Vous avez le droit d'y habiter, point final. Je ne paierai plus aucune dette personnelle. Plus de factures de dentiste, plus de réparations de voitures. Vous vivrez avec vos retraites. Si vous ne pouvez pas payer quelque chose, vous ne l'achetez pas. Je veux des excuses publiques. Vous allez retourner à la boulangerie, au marché, et dire à tout le monde que vous avez menti. Que je ne suis pas folle. Que je suis celle qui vous a sauvé. Laurie a relevé la tête, le mascara coulant sur ses joues. Tu ne peux pas me mettre dehors. Je n'ai nulle part où aller. Tu iras travailler, Laurie. Comme tout le monde. Le Super U cherche des caissières. C'est moins glamour que les crypto-monnaies, mais c'est réel. Mon père a regardé le document. Il a pris le stylo. Sa main tremblait. Tu as raison, Morgane. On a été des monstres. On a été aveuglés par l'argent facile. On a cru qu'on pouvait avoir le beurre et l'argent du beurre. Il a signé. Puis il a tendu le stylo à ma mère. Elle a hésité, regardant Laurie, puis moi. Signe, Muriel, a dit mon père d'une voix éteinte. On n'a pas le choix. Et on ne mérite pas mieux. Elle a signé. J'ai repris les documents. J'ai rangé mon ordinateur. Maître Vianney s'occupera de l'enregistrement. Je me suis levée pour partir. Morgane. A murmuré ma mère. Tu restes dîner? J'ai fait du ragoût. J'ai regardé cette femme qui, 2 jours plus tôt, m'avait laissé un message pour me dire que je n'étais rien. Elle pensait qu'un ragoût allait effacer ça? Elle pensait que parce que j'avais gagné, tout redeviendrait comme avant? Non, maman. Je ne reste pas dîner. En fait, je ne viendrai plus le dimanche. Je ne viendrai plus à Noël. Je vais continuer à gérer la SCI pour que vous ayez un toit, c'est mon devoir légal et moral. Mais c'est tout. Vous vouliez vivre sans moi? Vous avez été exaucé. Je me suis dirigée vers la porte. Mon père s'est levé pour me retenir, mais il s'est arrêté à mi-chemin, comprenant que c'était inutile. J'ai ouvert la porte. La nuit était tombée. L'air était pur. Derrière moi, j'ai entendu Laurie recommencer à pleurnicher et mon père lui crier de se taire. J'ai fermé la porte. Clic, le même bruit que la fin du message vocal. Mais cette fois, c'était moi qui raccrochais. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Un mélange de deuil et de libération. J'ai tenu parole. J'ai coupé les vivres. Laurie a essayé de rester, mais j'ai envoyé une lettre recommandée de mise en demeure via la SCI. Mon père, pour une fois, a tenu bon et l'a mise dehors à la fin du mois. Elle a dû emménager dans un studio miteux en ville et, oui, elle a fini par prendre ce poste de caissière. J'ai entendu dire par Erwan qu'elle avait encore des dettes à cause de Dorian, qui avait disparu dans la nature avec quelques milliers d'euros qu'elle lui avait prêtés en cachette, et qu'elle payait chaque centime. C'était la meilleure école de la vie qu'elle pouvait avoir. Mes parents ont dû apprendre à vivre avec leurs moyens. Ils ont vendu la 2e voiture.
Ils ont arrêté le bingo. J'ai appris par Madame Harel, la boulangère, que ma mère était venue s'excuser. Elle avait pleuré dans la boulangerie en disant « Ma fille Morgane est une sainte et nous avons été ingrats. » Ça a rétabli ma réputation, mais ça n'a pas réparé mon cœur. Un mois après la confrontation, j'ai reçu un virement de 50 € sur mon compte. Libellé, remboursement d'aide papa. C'était dérisoire par rapport aux 145 000 €. Mais c'était la première fois en 10 ans qu'il me remboursait sans que je le demande. Je n'ai pas répondu. J'ai juste laissé l'argent sur le compte. Je me suis concentrée sur moi. Avec l'argent que je ne versais plus à ma famille, ce fameux virement permanent de 400 € et toutes les aides ponctuelles, je me suis offert des choses. Un voyage en Italie. Des cours de poterie. Des choses futiles, des choses pour moi. J'ai réalisé que j'avais passé ma vingtaine à être la mère de mes parents. À 32 ans, je devenais enfin moi-même. C'était douloureux. La solitude du dimanche midi, quand je savais qu'ils étaient ensemble à manger le poulet rôti sans moi, me piquait parfois les yeux. Mais ensuite, je regardais mon compte en banque, je regardais la sérénité de mon appartement sans appel de panique, et je savais que j'avais fait le bon choix. On ne peut pas sauver les gens qui ne veulent pas être sauvés. Et surtout, on ne doit pas se noyer pour servir de radeau à quelqu'un d'autre. 6 mois ont passé depuis ce fameux message vocal. Aujourd'hui, je suis assise à la terrasse d'un café sur les bords de l'Erdre à Nantes. Il fait beau. Mon téléphone sonne. C'est ma mère. Je ne décroche pas. Je laisse sonner. Elle laissera un message ou pas. Je l'écouterai plus tard ou pas. La peur de voir son nom s'afficher a disparu. Le devoir impérieux de répondre a disparu. J'ai appris que l'amour familial est inconditionnel, mais que les relations familiales, elles, ont des conditions. Le respect est une condition. La confiance est une condition. Et la réciprocité est une condition. S'il viole ces conditions, le contrat est rompu. C'est aussi simple qu'un bilan comptable. J'ai gardé la maison de Rezé. C'est mon patrimoine. Ils y vivent, c'est leur toit. C'est le seul lien qui nous unit encore, un bail d'occupation précaire. C'est froid, c'est juridique, mais c'est sain. Plus de chantage affectif. Juste des clauses et des signatures. Laurie m'a écrit une lettre la semaine dernière. Pas un SMS, une vraie lettre. Elle s'excusait. Elle disait que le travail était dur, qu'elle comprenait enfin la valeur de l'argent. Elle ne demandait rien. C'était peut-être le début de quelque chose. Peut-être que dans quelques années, nous pourrons prendre un café. Mais pas aujourd'hui. Si vous retenez une chose de mon histoire, c'est ceci. Si un jour, votre famille vous dit tu es dehors, ne pleurez pas. Ne forcez pas la porte pour entrer. Prenez-les au mot. Dites d'accord. Et partez avec vos clés, votre argent et votre dignité. Laissez-les réaliser que sans le pilier qu'ils viennent d'abattre, le toit s'effondre sur eux. La vengeance n'est pas de leur faire du mal. La vengeance, c'est de réussir sans eux, et de les laisser regarder votre succès de loin, depuis les ruines de leur ingratitude. C'est la fin de mon histoire, mais peut-être le début de votre prise de conscience. Merci de m'avoir écouté. J'espère que mon expérience vous donnera la force de poser vos propres limites. Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez vécu quelque chose de similaire, s'il vous plaît, mettez un j'aime sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires. Et surtout, racontez-moi votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà dû couper les ponts pour vous sauver? Je lirai tout. Prenez soin de vous, et surtout, protégez votre bilan personnel. À bientôt.